je vois maman en train de brûler dans les flammes. Et là, je vais me taper contre les murs. Voilà, je perds l'équilibre du fait de l'horreur. Et là, je trébuche dans le corps de mon petit frère, qui est décédé. Le cadeau qu'il avait, c'était un couteau de 20 cm. C'est une aventure, en fait. C'est une aventure de comment on se reconstruit après avoir tout perdu. Ma sœur Caroline a rencontré Pascal Dolic à un mariage. Un mariage dans ma famille, des cousins qui se mariaient avec la sœur de l'autre. Hein, j'ai une fois du mal à prononcer son nom et son prénom. Ils se sont vus plus en plus avec Caroline. Les parents lui ont trouvé un travail dans notre village, à Saint-Martin-le-Neu, où le boucher charcutier avait besoin de quelqu'un et il est venu travailler là. Maman m'aide à trouver un stage dans un salon de coiffure. Du fait que je suis dyspraxique, les bigoudis me glissent malgré que ce soit sur les cheveux secs. J'ai l'impression d'avoir déçu, une fois plus, les attentes des gens qui sont autour de moi. Et quand je sors de là, voilà, je suis un peu dépité, mais quand je sors, il fait beau, je me raccroche à l'instant présent. Et quand j'arrive au stand de parfumerie de maman, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de la voir triste. Je lui raconte que tout s'est bien passé. Bien sûr, je ne suis pas conscient de la suite des événements, mais avec le recul, je suis assez content de lui avoir menti et d'avoir pu voir la joie sur son visage. Et en voiture, eh bien, on continue à discuter. Et on arrive devant la maison à Saint-Martin-le-Neu. Et là, je vois, il y a mon petit frère Fabrice qui est là. Et à côté de lui, je vois l'autre, ce jeune homme que ma sœur a quitté 2 mois plus tôt. Donc, on est un peu stupéfait. Caroline descend et nous dit que Pascal s'est proposé pour faire un repas. Donc le repas est déjà prêt. On va tous manger, la soirée se passe bien. Maman demande à Pascal s'il veut, elle le convie à rester avec nous. Et il décline l'invitation. Assez rapidement, dans le repas, papa est pris de malaise. C'était vraiment étonnant. Et maman va dire, Pascal Dolic nous a drogués. Très rapidement, on ne s'est pas pris de malaise, mais on aura envie de dormir. Je vais me coucher, je n'ai pas de notion du temps. Je vais me réveiller dans la nuit parce que je vais entendre des cris de femmes. Je reconnais la voix de maman et je reconnais la voix de ma grand-mère. Elles sont paniquées. Je ne comprends pas pourquoi Mémé Christiane est là, d'ailleurs, elle habite pas très loin, 60 mètres de la maison environ. J'entends, il est rentré par le haut. Et là, j'entends des pas lourds qui descendent. Donc j'imagine que c'est un homme. Donc un homme qui descend très rapidement les escaliers qui viennent de la chambre de Caroline, du haut. Il a coupé le courant, il a des cris. Ce que je saurai plus tard, c'est que dans le repas, qui était un archi-parmentier, il avait mis un somnifère. Pascal Dolic, en amont de ça, avait été voir son médecin. Il avait dit « j'ai des problèmes pour dormir ». Le médecin lui avait donné un somnifère assez puissant qui va déverser dans le hachis-parmentier, qui va confectionner. Je me réveille, mais j'ai l'impression d'être engourdi dans mon corps, comme si j'étais dans un cocon, comme si j'étais pris au piège de mon corps. J'arrive à me lever. Je traverse la chambre que je partage avec mon petit frère Fabrice. J'arrive dans le couloir, et là, très rapidement, dans le couloir, j'entends une respiration très forte. Et là, je vois quelque chose qui arrive vers moi, mais je ne comprends pas ce que c'est. Quelque chose qui brille. Je me fais poignarder. Je suis touché à plusieurs reprises. Je vais vaciller contre le mur. Le couloir est étroit. Je vais m'évanouir. Et là, je vais être laissé pour mort. Je viens d'être éventré. J'en ai pas encore conscience. L'instinct de survie va m'emmener à monter l'étage et à me réfugier sous un bureau, qui était le bureau où papa me racontait des histoires que j'aimais bien entendre. J'entends ma sœur qui arrive. Oui, j'avais 15 ans, elle en avait 19. Il y a un homme avec elle. Et cette voix, je la connais. Ce que j'entends, c'est que cet homme pose la question à ma sœur, où est Jean-Yves? Ma sœur dit, je ne sais pas. Ma sœur avait une voix très cristalline, une très belle voix. Et au fur et à mesure qu'elle n'arrive pas à répondre à cette question, où est Jean-Yves, puisqu'elle ne le sait pas, cet homme lui assène des coups. Et c'est très, très répétitif. Je comprends qu'il l'a fait tomber par terre. Et là, les mots s'accélèrent et les coups s'accélèrent. Et au fur et à mesure de ces coups,
la voix de ma sœur devient de plus en plus métallique. Je hurle, j'ai mal, mais je ne peux pas l'exprimer. J'ai mal d'entendre ma sœur qui est à côté de moi et que je ne peux pas aider. Je me dis, je ne peux pas rester là, peut-être que j'ai bougé. Et peut-être qu'il m'a entendu, il était à 1 mètre de moi. Et je prends la décision d'aller dans une partie où il y a des combles qui ne sont pas aménagés. J'entends le porte de placard qui s'ouvre. Et j'entends mon petit frère qui dit « Non, non, Pascal. Non, Pascal, me tue pas. » Et des coups. Et plus rien. Et encore cette douleur psychologique, de dire « T'es là, et tu fais quoi ?» Et je m'évanouis. Ce qui va me réveiller, c'est la fumée. J'arrive pas à respirer. Je me dis bah, « Tu peux pas rester là, la maison va brûler. » Donc je prends la décision de sortir de ma cachette. Et là, j'arrive face à un brasier. Je ne savais pas à quoi je m'attendais en descendant les escaliers. Je vois maman en train de brûler dans les flammes. Et là, je vais me taper contre les murs. Voilà, je perds l'équilibre du fait de l'horreur. Et là, je trébuche dans le corps de mon petit frère, qui est décédé. Et j'essaie encore de me rattraper. Et la porte de la maison est ouverte, je me retrouve dehors. Je me dis, tu ne peux pas rester là. Donc j'enjambe un muret avec une grille. Mon premier réflexe, je vais aller chercher de l'aide. J'entreprends d'aller dans un premier temps, je me dis, tiens, je vais aller chez mes grands-parents. Et là, je tombe sur le corps inerte de mon grand-père, Georges, qui gît dans son sang. Là, je me dis, je n'ai pas conscience que même dehors, la mort pouvait encore frapper. Je ne peux pas rester là, surtout que j'aperçois un peu plus loin un autre corps, qui est celui de ma grand-mère. Donc, il y a une maison qui est en face, et là, je vois la lumière. Il y a un talus qui fait à peu près 2 mètres, il faut enjamber une palissade, je fais. C'est un agriculteur qui est un ami de mon grand-père, donc c'est des gens que je connais, que je côtoie. Je m'évanouis plusieurs fois avant d'arriver chez ces gens. Il y a une fenêtre derrière, et les volets ne sont pas fermés. Et là, je vois quelqu'un, un homme. Il me semble qu'il a un balai à côté de lui. Je ne comprends pas, il s'agite. Mais il n'ouvre pas la fenêtre. Je rebrousse chemin, je tombe, je m'évanouis. Je pensais avoir tout vu, tout entendu ce soir-là. Il restait encore le comble de l'horreur. J'entends cette voix de cet homme qui parlait dans la maison, qui était donc pas catholique, puisque mon frère l'a nommé, dire à un de mes oncles, qui habitait non loin de là, « Jean-Jacques est devenu fou, il a tué tout le monde. » Je ne peux pas laisser dire ça. Donc je me dis, il faut que tu te réveilles, Jean-Yves, il faut que tu te bouges. Et là, j'ai 100 mètres à courir. Je cours les 100 mètres. Malgré que je sois éventré, malgré que je perds beaucoup de sang. Il y a la vérité à les crier. Donc quand je suis en visu avec mon oncle, je lui dis, tonton, c'est pas vrai. Il te ment. Et mon oncle, il me voit arriver, il vit serré. Donc voilà, il se dit, il y a un problème. Mon oncle me met à l'abri. Pourquoi il a épargné mon oncle, c'est qu'en fait, une fois avoir tué tout le monde, sauf moi, je suis blessé grièvement, mais pas, je ne suis pas mort. Il avait mis sa voiture plus loin, à 800 mètres de là, dans un chemin agricole. Il a perdu ses clés. Il ne peut pas démarrer. Il va essayer de faire comme dans les films, avec les fils de Neyman, d'essayer de démarrer, il n'y arrive pas. Donc il va enlever ses vêtements, il veut faire croire qu'il a dormi à la maison. Il arrive en slip face à mon oncle. Il n'a pas d'armes. Il n'a plus d'armes. Le temps que les pompiers arrivent, ça me semblait interminable. Là, j'ai mal, il n'y a plus d'adrénaline. Un des 2 pompiers qui est venu me secourir, venu me chercher pour mettre dans l'ambulance, pour m'amener vers l'hôpital, me dira, quand il est rentré dans la maison de mon oncle, ils ne m'ont pas trouvé. Et je ne me rappelais pas. Mon cerveau avait enlevé cette partie-là. En fait, il m'a dit, on vous a retrouvé apeuré, accroupi, sous la table de ferme de chez votre oncle. Pourquoi? Parce que votre oncle avait fait rentrer Pascal Dolic. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé encore en insécurité. Donc, je vais être emmené à l'hôpital, je vais me réveiller le lendemain matin. On saura plus tard que quand il est rentré à la maison, il voulait emmener ma sœur au Canada, soi-disant. Ce qui est assez étrange, c'est que quand vous aimez quelqu'un,
Ben, si vous voulez l'inviter à aller quelque part, vous l'invitez avec un bouquet de fleurs. Lui, le cadeau qu'il avait, c'était un couteau de 20 cm. Il va essayer de se dédouaner. Je ne sais pas combien de temps il a essayé de tenir la thèse où papa, voilà. Mais bon, papa, ils vont le retrouver assassiné de multiples coups de couteau dans son lit, le pauvre homme. Je me réveille à l'hôpital, donc je suis dans le déni. Pour moi, tout ce que j'ai vu, vécu, c'est l'heure du cauchemar. Je n'arrive pas à admettre que c'est la réalité. Je me rends compte que j'ai un gros pansement. Et je me dis, qu'est-ce que tu as encore fait comme connerie? Ma grand-mère paternelle est là. Je lui demande comment vont papa, maman, Caroline, Fabrice. Et elle me dit, ils vont bien. D'ailleurs, ils arrivent. Donc je suis heureux. Je me dis, ben, ce que j'ai vu, c'est des cauchemars. Une main assez lourde frappe à la porte. Je vois rentrer 2 gendarmes. Et là, je comprends très vite de quoi il s'agit. De vous à moi, avant le 6 octobre, j'avais des filtres, les couleurs de la vie qui étaient plutôt des tons pastels, jaune, orangé, vert. Là, tout est gris, noir, vide, avec une odeur de morgue. Ce que je veux, c'est me raccrocher, essayer de trouver un sens. Et dans un premier temps, c'est pourquoi je suis en vie. Pourquoi moi, je n'ai pas réussi à les sauver. Et là, quand je suis à l'hôpital, il y a une jeune femme qui vient me voir, que je connaissais, une fille d'une collègue à maman. Quand j'attendais maman le 6 octobre, maladroitement, je crois que je vais lui demander de sortir avec moi. Et bien sûr, c'était tellement maladroit qu'elle avait refusé. Et là, elle rentre dans ma chambre d'hôpital. Et là, elle m'embrasse sur la bouche. Et là, je me dis, ah ouais, mais c'est ça aussi la vie. Tel quelqu'un qui se noie, eh ben là, ce partage avec cette jeune femme va me dire, Jean-Yves, il faut que tu continues là, faut que tu avances. Donc je vais mettre en place une sorte d'hyperactivité au travers du sport. Je retournais à l'école et pour moi, je me rends compte qu'en fait, j'avais essayé de réussir l'école pour maman, pour plus la voir pleurer. Et je me rends compte que là, ça n'a plus de sens. Je vais m'orienter vers un apprentissage. Je vais retourner, je vais pas retourner là où j'avais fait mon stage le 6 octobre 1983, parce que pour moi, c'était un peu un échec. Et je vais retourner dans un salon de coiffure où papa allait. Et je comprendrai plus tard que en fait, j'ai voulu retrouver quelque part les moments heureux. J'allais au coiffeur avec papa, et j'ai voulu retrouver ces moments-là, inconsciemment. Il faut trouver une famille pour m'accueillir. Je suis dans un champ de ruines, voilà. Je viens de perdre mon enfance. Les difficultés que j'ai, après avoir perdu mes parents, c'est de trouver un endroit où je puisse me sentir chez moi. Et le problème, c'est que je me sens nulle part chez moi. Je suis chez les autres. Quand je suis arrivé dans le cabinet de maître Christian Garnier, mon avocat, je me suis senti un peu chez moi. C'est assez bizarre, hein. Le procès a lieu en juin 89. Va arriver le moment de la peine. Donc, ils vont parler de la perpétuité. Je me suis dit, ben, il va faire peut-être 30 ans. Il faut comprendre qu'on est jugé par rapport au moment des faits, hein. Là, en 1983, la perpétuité était de 20 ans. Au nom de Caroline, de Fabrice, de Franciane, de Jean-Jacques, de Christiane, de Georges, de Thérèse et de Jean-Yves, je vous condamne au remords à perpétuité. Ça me dit qu'en fait, il ne peut pas s'en tirer aussi facilement que ça. Je revis ça jour et nuit. Et des fois, mes jours sont pires que mes nuits. Pourquoi moi qui suis victime, pourquoi lui qui est l'auteur, n'aurait pas un remords à perpétuité? Je suis content qu'il ne soit pas considéré comme fou, il va faire une peine. Mais là où je suis en rage, c'est que j'en veux un peu la justice, je reconnais. À ce moment-là, oui, j'en veux un peu la justice. Je me dis, c'est pas cher payé. Les journalistes veulent m'interviewer, et j'ai la Christian Garnier, je dis, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. Tellement en colère intérieurement, c'est pas possible. Donc c'est Christian Garnier qui prend la parole. Après ça, Christian, au palais de justice, il a un bureau et il va me dire, Jean-Yves, la justice a été faite. La justice de la République a été faite. Une sentence a été donnée. Fais ta vie, avance. Tu ne te considères plus comme une victime, avance. Et c'est ce que je vais faire. Après le procès, il y a un esprit de vengeance. Je suis coiffeur à Beauvais et un jour, il y a un homme qui rentre et je le reconnais, cet homme. C'est le père de Pascal Dolic. Il vient,
pour se faire couper les cheveux. Il demande si je peux lui couper les cheveux. Moi, je lui dis, c'est pas possible. Je prends mon patron à part. Je lui dis là, tu vois, c'est toi patron. Hein. Mais moi, la vérité dans les yeux, je lui coupe pas les cheveux. Je suis hors de moi. C'est pas possible. En plus, il a un côté un peu amusé. C'est pas inconscient. Mon patron veut lui couper les cheveux et c'est plus fort que moi. Alors qu'on ne parlait pas du tout de ça, alors que j'ai pas d'arme à feu chez moi. Et on était à la caisse avec un collègue, me semble-t-il. Et je lui dis, ouais, tu vois, ce fusil-là, c'est le prochain fusil que j'achète. Voilà. Enfin, j'ai envie de montrer, viens chez moi, viens, on en reparle. Voilà. Si son fils il s'amuse à venir chez moi, on en reparle. Je vais dépasser cet esprit de vengeance. Je me rends compte que ça vous ronge à l'intérieur. Hein, c'est le truc. Et si vous vous vengez, vous devenez quoi? Meilleur qu'hier? Non. La République française lui donne une deuxième chance. Je lui souhaite d'avoir eu l'intelligence d'être meilleur qu'hier. Sincèrement. J'ai aucune animosité contre lui. En 2005, où j'étais préparé un peu à ça, mais c'est un peu un choc quand même. Christian Garnier m'envoie un courrier comme quoi l'autre est sorti de prison. Je me dis dans quel état d'esprit il est. Et surtout, ce que je me dis, voilà, j'ai ma fille Camille qui ressemble beaucoup à ma soeur Caroline. Je me dis, voilà, s'il voit des photos de Caroline, je ne veux pas qu'il se repasse ce qui s'est passé le 6 octobre 1983. Je prends une batte de baseball, je mets sur mon lit, on mène l'arme à la maison. Donc on met en place de faire une sorte de bouclier. On va aller chercher à l'école, elles ne vont pas tout seules dans la rue. Ça me semble tellement horrible, je me dis, comment une enfant va pouvoir intégrer ça? J'ai pas réussi, je ne sais pas comment en parler. Je vais mentir. Je vais dire que mes parents sont morts dans un accident de voiture. Donc le seul moyen que je trouve à l'époque, c'est de raconter ce mensonge pour la protéger. Alors avec l'amant de Camille, nous on a redit le truc, ça marche. Sauf que Camille, elle a une très belle scolarité, elle réussit, contrairement à moi. Ce livre, en élément de contexte, qu'est-ce qu'il y a? Il parle de mon côté multidis et de la perte de mes parents, du 6 octobre. Mais c'est qu'un élément de contexte. Ça permet de comprendre de là où je viens. L'idée du livre, c'est de dire, si vous avez vécu un traumatisme, si vous êtes handicapé, comme je le suis, tout est possible. On ne me l'a jamais dit ça. Tout est possible. Croyez en la vie. Battez-vous pour elle. Mordez-la à pleines dents. Et en fait, c'est ce qu'il raconte ce livre. Voilà. Et que le partage, et rien de plus beau que le partage et l'amour, en fait. Hein. Battez-vous pour la vie. Je suis devenu formateur pour adultes. J'aide les gens qui ont décroché au niveau social pour des raisons de burn-out ou autre chose, de reprendre confiance en eux. Et ça a fait écho avec mon parcours, où longtemps, j'ai pas eu confiance en moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, tels Maître Garnier, telles les femmes de ma vie, qui ont cru en moi et me dit, vas-y, c'est possible. Et ça fait un bien fou, quoi. Et je me dis, ça, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai eu cette chance, il faut que je la partage. Et je vais la partager avec tous ceux qui voudront lire le livre. Et ce livre, c'est une aventure, en fait. C'est une aventure de comment on se reconstruit après avoir tout perdu. Et qu'en fait, là où on croit, où on est dans un champ de ruines, tout est noir, et ben, les couleurs pastel peuvent revenir. Mais pour ça, il ne faut pas vouloir se venger. Il faut être dans le positif. Et que le positif appelle le positif.